Bonjour tout le monde, Laurent M. Leclerc, catalyseur d'authenticité pour Go Connexion, podcast numéro 4. Alors, en compagnie de Marie-France No, entrepreneur, coach en PNL, coach également en lancement d'entreprise. Alors aujourd'hui, voilà, c'est notre 4e podcast. On est content de vous voir avec nous. On espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Bonjour Marie-France. Bonjour Laurent. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bon, un peu nerveuse? Ah, ça va. Juste out. Fébrile? Oui. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Alors, voilà, vous connaissez le principe du podcast. On présente toujours des entrepreneurs avec qui GoConnexion fait affaire. Marie-France est très impliquée dans GoConnexion depuis un certain temps. Et le but, c'est de présenter l'entrepreneur, mais aussi, surtout, de présenter la personne, l'être humain qui se cache derrière l'entrepreneur. Alors, donc, Marie-France, je vais parler un peu de tes expériences, ton enfance, ton adolescence rapidement, voir la personne. Qu'est-ce qui a fait que Marie-France No est la personne qu'elle est aujourd'hui? Alors, c'est ça un peu le but de l'exercice. Alors, parle-nous de ton enfance. T'es né où pour commencer? Je suis née en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, à Greenwood. Née au monde à Middleton, à l'hôpital. Mais oui, on a passé quelques mois. Les premiers mois de mon enfance sont passés là. En Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse. Mais rapidement, tu vas déménager. Si Oui. Je me souviens bien de ce que tu m'as dit, c'est que ton père était militaire. Il faisait partie des Forces armées, c'est ça. Puis oui, on s'est retrouvés à Saint-Jean assez rapidement, merci. Oui. Et là, plusieurs déménagements. Oui, j'en compte 7. 7 dans mon primaire. 7 déménagements. Oui, avec mes parents. Il y en a eu d'autres après par moi. moi. Mais à l'époque de l'enfance, donc une enfance qui n'est pas dans un endroit stable, comme beaucoup de gens ont l'habitude de vivre, mais toujours en train de renouer des liens avec des nouvelles personnes. Pour le primaire, oui. Pour le primaire. Oui. Ensuite, on est devenu stable à partir de la 5e année. À partir de la 5e année. D'ailleurs, je salue mes parents en ce moment. Ils sont encore au même endroit depuis 1977. À quel endroit? À Ville-Lorraine. À Ville-Lorraine. Bon, bonjour les parents de Marie-France. Alors donc, ça c'est ton enfance. Tu as des frères, des sœurs? T'es l'aînée, t'es la plus jeune? Je suis l'aînée. T'es l'aînée. J'ai une sœur qui a 5 ans de moins. OK. Et un frère qui a 6 ans et demi de moins. 6 ans et demi de moins, OK. Donc, un frère et une sœur qui te suivent depuis un peu plus loin. T'es la grande sœur, donc, dans cette famille-là. La plus petite en grandeur, je dirais. Oui, là, je suis l'aînée. L'aînée, c'est ça. Je pose la question comme ça, souvent les aînés, ils doivent donner l'exemple. Hein? Et en tout cas, à l'époque, c'était ça. C'était eux autres qui traçaient le chemin, c'est eux qui doivent donner l'exemple. C'est vrai? Est-ce que tu as vécu ça, cette réalité-là? Oui, oui. Les garder, s'en occuper, oui, c'est ça. Aider les parents, oui, j'ai vécu ça. OK, ça a été ça. Oui. OK. Considères-tu que tu as eu une enfance heureuse? Oui. 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 Et tu m'as parlé, si je me souviens bien, il va arriver un événement majeur qui va venir faire marquer un changement important dans ta vie durant ton enfance. J'aimerais ça que tu m'en parles. Tu parles de l'événement quand je suis vraiment jeune. Là. Oui, quand tu es vraiment jeune. Je me suis fait mordre au visage par un Saint-Bernard. J'avais 6 ans et demi. En fait, j'étais à la fin de ma première année parce qu'étant donné que je suis née au mois d'août, j'allais avoir 7 ans au mois d'août. Et c'était le voisin en avant. On était à Ville-Sherbrooke. Puis le chien que je connaissais, alors que je voulais aller sonner à la porte pour aller chercher mon ami, pour aller faire de la bicyclette en un beau mois de mai, le chien a décidé qu'il se détachait. En fait, la corde du chien a lâché. Puis en fait, il s'est mis sur ses pattes, d'en arrière, parce qu'il était content de me voir. Et comme j'ai tombé dans sa nourriture et son bas de dos, c'est là qu'il a snappé. Il a mordu très fort. Alors, on s'est retrouvés rapidement. On n'a pas eu le temps d'attendre l'ambulance. OK. Fait qu'on est parti à l'hôpital rapidement. Puis, j'étais tout de suite en chirurgie. OK. Donc,
défiguré? Ben, d'une certaine façon. C'est sûr que l'impact, quand on est jeune, on va dire défiguré parce qu'on s'imagine que c'est à ce point-là. Mais comme tu peux voir, ici, il y a une grande cicatrice, puis il y en a une autre ici qui est parue un bon moment de mon primaire. OK. Oui. OK. Alors, ça a quoi comme impact, ça, sur la petite fille que tu es là, durant ton primaire? Ça en a eu beaucoup durant plusieurs années de ma vie, mais j'en parlais pas énormément. Hein. À ce moment-là? Je gardais ça pour moi, oui, c'est ça. Puis grâce justement en découvrant la programmation neurolinguistique, bien, c'est sûr qu'il y a une partie où est-ce qu'on va appliquer les exercices sur soi, hein, puis en équipe. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux événements, deux scènes qui faisaient pop-up souvent à mon esprit. OK. Donc, qui m'avait amené la croyance que je faisais peur aux gens. Ah. Hein? Parce que la première personne qui m'avait vue lors de l'événement, qui était la dame, la propriétaire du chien, elle m'a vue et elle est partie en courant. Et tu as pensé qu'elle avait eu peur de toi? Et là, sur le coup, j'ai dit, j'ai fait peur. Elle est partie. C'est sûr, j'ai 6 ans et demi. Oui, c'est ça. En réalité, elle était partie chercher de l'aide. Ce qui est normal. Exactement. Pour une réaction d'adulte, mais la réaction de l'enfant est différente. Et donc, ça t'a marqué de cette façon-là, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu fais peur aux gens. C'est ça. Finalement, ben, on sait qu'en vieillissant, on connaît ce qui est vrai et qui était faux à l'époque. Alors, une fois qu'on est capable de changer la perception des choses, ça n'a plus du tout le même effet sur nous. Ouais, c'est pour ça que je peux en parler avec facilité maintenant. Bon. Oui. C'est bon. Mais on va revenir un peu plus tard, là, tout ce côté-là où, à un moment donné, on prend conscience des choses, puis on rétablit les vérités et on corrige les croyances. Oui. Ouais, bon. C'est un peu de ça dont on parle. On va revenir là-dessus plus tard. Je veux juste comprendre un peu comment tu vis ça, là. Tu fais peur au monde, et là, ben, dans ta tête, dans ta tête, là, tu sais, dans ta tête d'enfant, tu fais peur au monde, et tu es constamment en train de renouveler ton groupe d'amis, ou enfin, parce que tu déménages souvent, donc tu te retrouves toujours avec des nouvelles personnes qui n'ont pas le temps de s'habituer à toi parce que tu leur fais peur. C'est-tu comme ça que ça se passe? Ben, j'irais pas jusque-là, Laurent. Quand même, non, ce qui arrivait, c'est que ben, de toute façon, en changeant de ville ou en changeant de maison, les gens me connaissent peu ou ne me connaissent pas du tout. Et ils voyaient ma cicatrice. Donc, les jeunes de mon âge, c'était la première chose qu'ils me demandaient. Qu'est-ce que tu as au nez? OK. Puis, remarque que c'est une belle façon d'ouvrir les conversations. Ah, ben oui. Ah? C'est une façon de créer un lien. OK. Exactement. Fait que je leur en parlais de qu'est-ce qui était arrivé, mais ça ne dure pas longtemps, hein? Quelques minutes, et on n'a pas besoin d'en parler. Puis on passe à autre chose, les enfants sont comme ça. Ben oui, parce que là, je suis la nouvelle qui arrive dans le coin, d'où est-ce que tu viens, à quelle école vas-tu aller? Je te dirais que la partie qui me demandait plus, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'école, surtout quand on n'arrive pas au début de l'année, le professeur nous demande de se présenter devant la classe. Hein? OK, oui. Et à ce moment-là, je suis timide. Ah. Fait que je le savais d'avance quand on commençait une nouvelle école, ça voulait dire que je devais me présenter. Et ça, c'est difficile pour toi? Ça l'était à ce moment-là. Oui, on parle de l'époque. C'est ça. Oui, c'était difficile pour toi. Oui. Ça a fait quoi? Ça a quoi comme effet à long terme chez la femme que tu es devenue aujourd'hui, ça? De la pratique! Ça a fait de la pratique. Ça a fait, en fait, je me rappelle encore de la 5e année, la dernière fois que j'ai dû faire ça. C'est beaucoup en lien avec l'énergie de la classe. Quand on arrive devant un groupe d'enfants, on le sait quand il y a une nouveauté qui arrive, puis on a hâte de la connaître. Puis on le sait aussi quand, oups, j'arrive pas au bon moment, puis c'est peut-être... Aujourd'hui, ça me tentait pas de me présenter, mais il fallait que je le fasse pareil. Fait que c'est beaucoup d'improvisation. Alors voilà. Oui. On improvise, on apprend à dépasser des peurs aussi, j'imagine. À toutes les fois, je la dépassais. C'est bon. Alors ça, c'est un peu l'enfance. Après ça, bon, tu arrives à l'adolescence un peu plus stable au niveau géographique, on va l'appeler comme ça.
papa cesse d'être transféré. Ah, ça faisait longtemps qu'il cessait. Là, on continuait à déménager parce qu'il était transféré dans son travail. Oui, c'est ça. Oui. Mais là, à l'adolescence, il y a une stabilité qui s'installe au niveau de l'endroit où tu vis, c'est ça? Oui, enfin. Bon, voilà. Mais en même temps, je dirais que le plus grand défi de mon adolescence a été là. Parce que j'étais habituée, moi, au changement. J'étais habituée que... Sans... Comment je pourrais dire ça? C'était normal, à un moment donné, de déménager à tous les 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, OK? Fait que c'était rendu ma zone de confort, OK? C'est spécial quand même. Je sais qu'il y en a d'autres qui vivent ces choses-là. Alors, quand est venu le temps de rester stable à un endroit, j'ai commencé à me sentir déstabilisée. OK, explique-moi ça. Ça, à partir de secondaire 2. Là, je veux dire... On fait 6e année à la même école que 5e année, ça va. Après ça, on change d'école. Donc, il y a un autre changement. Ah oui, c'est ça. On change d'environnement, mais au niveau de l'école. Là, secondaire 2, on se aperçoit que là, je suis supposée faire jusqu'à secondaire 5 sur la même école, dans la même école. Avec le même groupe d'amis, les mêmes gens autour de toi, finalement. Là, tout d'un coup, c'est peut-être que j'aurais aimé ça avoir un changement. OK. Hein? Oups! Et finalement, le changement s'est fait autrement. OK. J'étais très sportive à l'époque, alors c'était là-dedans que je rencontrais des nouvelles personnes, puis que j'arrivais aussi à continuer à augmenter mes relations dans la vie. Tu pratiquais quel sport? Ah, j'ai fait le basketball, j'ai fait le soccer, beaucoup les sports de ballon. OK. Oui, oui. Ah, le ski alpin, jusqu'à l'enseigner quand j'étais rendue au cégep. OK. Oui. Alors donc, des sports d'équipe, le ski alpin, c'est plus individuel, mais... Beaucoup de sports d'équipe, si je comprends bien. Beaucoup de sports d'équipe. OK. Et ça te permet de... Les différents sports te permettent de connaître différents groupes de personnes? Oui, c'est du mouvement. Moi, je suis une femme qui a besoin de mouvement, que ça bouge dans la vie, OK? Mais que ça bouge sur une base qu'on est capable de prendre. Trop d'intensité, ça ne fonctionnera pas non plus avec moi. OK. Donc, fait le mouvement, tout est mouvement dans la vie, puis il y a une forme d'équilibre aussi dans le mouvement. Tu sais, la terre bouge, tout bouge, le vent en ce moment. Puis là, c'est d'être en équilibre comme avec des skis. OK. Et c'est génial. Alors, c'est là que je me sens vive. C'est là que tu te sens vive. OK, excellent. L'adolescence passe. Là, on s'oriente dans la vie, on choisit... Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles études on veut faire? Tu vas aller étudier en quoi? À partir d'où? Cégep? Ben ouais, cégep. Disons que lorsqu'on est jeune, au secondaire, on s'imagine un peu plus loin. Puis le cégep, c'est comme normal. Tu sais, on suit le cours des choses. Avec l'éducation qu'on soit, ça va de soi. Dans ma famille, c'était comme normal d'aller à l'université. Tout le monde va à l'université. Tout le monde allait à l'université, OK. Fait qu'il y avait, j'avais même pas de croyance que j'irais pas à l'université. Donc, rendu au cégep, là... l'instruction est valorisée, l'éducation est valorisée, etc. Oui. OK, c'est bon, ça marche. Alors... Donc, rendu au cégep, c'était de choisir où j'allais, et j'avoue que c'était pas clair. OK. C'était vraiment pas clair. J'ai découvert, à travers les sciences de la gestion, qu'il existait une formation en urbanisme. Alors, en lisant la description, j'ai choisi l'UQAM parce que ça donnait un bac en sciences, spécialisé en gestion. Tandis que si je choisissais l'Université de Montréal, ça me donnait un bac en aménagement. Alors, je m'étais dit, si jamais il arrive quoi que ce soit dans ma vie, dans mon futur, est-ce que je vais être plus à l'aise de dire que j'ai un bac en sciences de la gestion ou qui donne un bac en sciences comme tout le monde, ou si je veux avoir un bac en aménagement? Lequel va me conduire plus loin à cause de son titre. OK. Alors, tu as choisi le titre. C'est ça. Qui était en lien avec la gestion parce que c'était notre spécialité. À ce moment-là, oui, exact. OK. Donc, tu fais un bac en urbanisme. Oui. OK. Et à la fin de ton bac, tu vas aller travailler dans ce domaine-là ou non? Non, je fais partie des années contingentées. OK. Après au moins 200 applications un peu partout, je pense que je les ai encore dans mes dossiers. En fin de compte, je me suis retrouvée à faire face à des choix. À ce moment-là, je travaillais pour la Banque nationale en tant qu'agent de service. Puis, je me mettais devant, est-ce que je vais avec la famille et je commence
à penser à avoir des enfants ou si je vais vers la carrière. OK. Puis à ce moment-là, avec mon conjoint, on a décidé, qui est devenu mon mari après, on a pris la décision d'y aller avec les enfants, tout simplement, étant donné que c'était contingenté, puis c'était pas encore clair où est-ce que je voulais aller dans le milieu du travail. C'était une excellente décision. Puis on a fait les enfants aussi très rapprochés pour que justement, moi, je voulais retourner travailler. Je faisais pas partie des femmes qui allaient rester à la maison. Après avoir fait le parcours, je comprends les femmes aussi à l'occasion qui décident de rester à la maison. C'est une carrière d'une autre façon aussi. Un autre style de carrière. Oui, tout à fait, j'avoue. Parce que j'en ai en coaching aussi des femmes comme ça qui veulent retourner sur le marché du travail. Fait que j'avoue. Et ensuite, ben, il y a comme une fluidité de la vie qui s'installe, malgré les défis. Il y a aussi tellement de bons moments puis des expériences de vie qui vont faire en sorte que les opportunités étaient là. OK. Alors, les emplois venaient vers moi d'une certaine façon quand j'étais prête aussi. Et c'est là que je me suis retrouvée du jour au lendemain à rencontrer des gens, des nouvelles personnes encore, des nouvelles relations. C'est fun, les relations dans la vie. Hein? Et ils ont commencé à me demander si j'étais intéressée de travailler chez Norton Networks à l'époque. OK. Parce qu'ils engageaient énormément. Fait que, encore là, j'avais comme un regard sur moi, me dire t'as une seconde, là, je m'en vais travailler dans un milieu anglais. Mon anglais à ce moment-là était moyen. Puis, donc, je suis fait face à mon défi moi-même, puis de dépasser ma zone de vulnérabilité en disant, ben pourquoi pas. Quel genre de travail on t'offrait? C'était quoi l'opportunité de travail qu'il y avait chez Norton? Ben, j'ai pris la première qui s'est présentée, qui était dans le département de la documentation. C'était assez simple à faire comme travail, OK? Classer de la documentation, puis assurer la logistique de tout ça. OK. Je suis restée là quelques mois parce que rapidement, mon patron de l'époque voyait le potentiel que j'avais, puis il m'a dit, tu devrais aller appliquer sur tel autre poste que je vois. Il dit, en fait, j'ai déjà donné ton nom. Ah. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un travail chez Nortel qui était plus dans le département des opérations, le repair qu'il appelait à l'époque, là, pour ensuite continuer dans l'approvisionnement et la logistique. Alors j'ai fait ça 10 ans. 10 ans, c'est un bout de carrière. Oui, ça, quand 10 même. ans. J'ai vu l'ascension de Nortel et j'ai vu la descente de Nortel. OK. Oui. Alors, ça, c'est le plan professionnel. Pendant ce temps-là, il y a une femme là, qui vit derrière ça, qui est une mère de famille. J'aimerais ça entendre parler de cette femme-là. Laquelle? Ben, la famille ou la carrière? La mère de famille. La mère de famille. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, comment tu vis ça, toi, la maternité? Bon, évidemment, à un moment donné, vous avez fait... la maternité. Entre autres, oui. Oui, très bien. Oui? Oui. OK. Ça, pour moi, c'est des moments qui étaient simples et faciles. OK. Qu'est-ce qui te stimule ou qu'est-ce qui te nourrit là-dedans? Y a-tu quelque chose qui te nourrit? Dans la maternité? Oui, entre autres. Il y avait... Comment je pourrais dire? C'est puissant, la maternité, hein, pour beaucoup de femmes. Oui, je n'en doute pas. Je ne peux pas donner l'unanimité là-dessus. L'unanimité. Il y a un sentiment de continuité. Que des cellules vont former d'autres cellules. Déjà là, moi, au niveau biologique, je trouve ça fascinant. Ensuite, il y avait que tout se fait à l'intérieur de soi, puis qu'en réalité, on n'a rien à faire. Que tout se fait seul? Ça se fait avec... Il y avait tellement de bonnes pensées. Voilà. Alors, je préparais. Fait que moi, je dansais, je chantais avec ma bédaine. Puis je préparais la venue. Oui, tout à fait. Oui, ça se faisait dans la joie. Puis on a dit que tu avais combien d'enfants? 2. 2. Un garçon? Oui. Et une fille? Une fille qui va avoir 25 ans. Et un garçon de 23 ans. 23 ans. Donc la fille d'abord et le garçon ensuite. Oui. OK. Bon, alors là maintenant, c'est des jeunes adultes. 25 ans, c'est presque même plus jeune, tout à fait. C'est encore jeune, là, mais la maternité, elle se vit différemment. Là. La mère, elle vit ça comment? La femme, Marie-France No, mère, aujourd'hui, tu vis ça comment, cette réalité-là?
La même qu'au début. Je dirais qu'à chaque âge, à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui avance, il va y avoir d'autres défis. La joie a toujours grandi. C'est difficile de mettre un mot là-dessus. C'est quelque chose qui est profond à l'intérieur de nous. On serait prête à tout faire pour nos enfants. En même temps, leur laisser la liberté d'être, qui n'est pas toujours évident, j'avoue, pour les parents. Mais ça fait partie du processus de... Fait qu'à chaque transition que mes enfants ont vécue, pour moi, c'était... Ils sont rendus là, puis le but, c'était qu'ils franchissent. Hein? Fait que moi, je fais partie des gens, à l'époque, des mères, que quand l'enfant s'en va à la garderie pour la première fois, ben c'est « yes, on est rendu là ». Puis là, après ça, la maternelle, c'est « yes, oh, un peu plus de liberté dans ma vie ». Fait que ça fait partie des processus. OK, ces processus de détachement-là, donc, qui sont normaux, pour toi, c'est pas un problème. Il y a des femmes pour qui c'est plus difficile. C'est vrai. Mais pour toi, ça va de soi, c'est comme dans la dynamique de la vie, si je comprends bien. Jusqu'ici, oui. Ouais, oui. Oui, on ressent des choses, mais en même temps, on sait que l'enfer est rendu là. Excellent. Puis ça fait comme monter un escalier. Hein? Voilà. Donc, tu m'avais parlé qu'il y avait 3 événements majeurs. On va changer un peu de route. Okay. Oui, on va aller sur un autre terrain. Tu m'avais parlé de 3 événements majeurs. Premier événement, l'accident. Deuxième événement, la venue des enfants. C'est ce que... Oui, qui change la vie, c'est sûr. Qui change beaucoup la vie, oui, c'est ça. Quel serait le 3e événement? En fait, tout ce qui est familial, il y a la venue des enfants, il y a eu le mariage aussi qui a été fait par la suite, puis quelques années plus tard, 23, il y a eu le divorce. OK. OK? Ça, eux autres, je les mets quand même ensemble. OK. Ça, c'est un bloc, ça. Oui, même si le divorce a été particulièrement difficile, ça a été très marquant. Okay. Et en même temps, il y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont été faits là-dessus. Mais le divorce se fait au même moment qu'il y a un lancement d'entreprise. OK. Tu es en train de lancer ton entreprise? Exactement, parce que c'était la fin de Nortel et j'étais déjà en processus de penser que dans quelques années, j'allais continuer avec le coaching. OK. Puis démarrer mon entreprise. Mais avec la fin de Nortel, j'ai comme devancé de 2 ans ce que j'avais mis comme plan d'affaires et que j'avais décidé que j'allais faire. Ça a accéléré le processus. Ça a accéléré le processus, exactement. Okay. Oui. Alors, ça, c'est mon 3e majeur, c'est celui-là. OK. Alors, donc, divorce parce qu'il y a aussi le lancement d'entreprise. Oui. C'est pour ça que c'est une période là, charnière. C'est vraiment eu une fin de quelque chose puis un début d'une autre. OK. Excellent. Alors, et là, c'est quoi? C'est la coach en PNL à ce moment-là? Oui. Que tu démarres? Décides J'ai commencé avec le coaching PNL, oui. Coaching PNL. Qui est la programmation neurolinguistique. Oui, c'est ça, exactement. Il faut le préciser. Tout le monde n'est pas nécessairement au courant de ce que c'est. Parle-moi de ça un peu, la PNL, la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que c'est venu changer dans ta vie? Comment c'est venu transformer Marie-France No? Vous savez, vers la fin de Nortel, là, je suis en 2008 à ce moment-là. Nortel a quand même fini un peu plus tard. Puis, je voyais tellement de perturbations, de mal-être en entreprise, des gens qui sont en perte de repère. J'ai même vu des ambulances rentrer chez Nortel. J'ai vu toutes sortes de choses autour de nos cubicules. C'était vraiment quelque chose, je vous le dis. Okay? Puis régulièrement, il y avait des gens aussi la dépression, le taux d'absentéisme était de plus que 20% dans l'entreprise. Quand tu parles d'ambulance chez Nortel, c'est parce que les gens sont malades? Les gens sont quoi? Ah, il y a eu des arrêts cardiaques. Ah oui? Non, c'est plus au niveau des troubles cardiaques, je vais dire. Fait que, disons que j'en ai vu quelques-uns. Puis les gens, étaient portés à se parler entre eux. Okay. De ce qu'ils vivaient, puis les angoisses, le stress était très, très fort. Et je me suis retrouvée, moi, à avoir une labyrinthite aiguë. Okay. Alors que je vivais le processus, puis que j'étudiais aussi en PNL. Et j'ai découvert des solutions à travers aussi la programmation neurolinguistique
tout en faisant mes études, là, la pour être capable de, oui, c'est ça, pour être capable de retrouver l'équilibre à travers malgré la labyrinthite. Puis, écoute, ça a duré 8 mois, cette labyrinthite. Ben, en fait, la perte d'équilibre, ça me causait des problèmes quand je conduisais l'auto aussi. Oui, mais j'imagine, oui. Puis j'avoue que mes vertiges sont venus après. Ah, Fait qu'aller dans les hauteurs, moi, quand j'étais jeune, je grimpais dans les arbres partout. Ma mère, elle pourrait vous raconter tout ce qui est arrivé. Ça me faisait pas peur, les hauteurs. Maintenant, je suis plus capable. OK. Donc, la PNL, finalement, ça m'a permis de découvrir des outils qui m'ont aidé à mieux atteindre un équilibre dans la vie, de passer à travers aussi le stress qu'il y avait chez Nortel. Oui. Peu importe les commentaires que les gens pourraient faire, parce que finalement, tout le monde passait des commentaires sur tout le monde. C'était incroyable, les rumeurs qu'il y avait. Puis, à la fin, là, j'ai senti qu'encore une fois, il y a quelque chose qui se terminait, puis que moi, je continuais le processus à travers le coaching. OK. Donc, puis là, les ailes nous poussent. Parce que là, on se retrouve finalement, on trouve des outils qu'on aurait voulu avoir bien avant. Ça devrait exister à l'école, ces outils-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, comme on dit, là, c'est quoi l'annonce, là? On l'a essayé, on sait l'adopter. Ah Okay? Oui, c'est vraiment ce qui m'est arrivé à moi. Okay. Fait que j'ai décidé de continuer à faire les formations jusqu'à la fin, jusqu'à être coach officiellement certifié PNL et aussi enseignante en PNL. Parce que c'était pas assez d'être coach. Je chantais un appel tellement fort que quand moi j'ai un appel sur quelque chose, j'y vais. Parce que là, il y a comme quelque chose de plus grand que moi. Il y a une curiosité qui s'installe. Puis là, c'est comme s'il y avait des pop-up et on trouve des réponses sans arrêt. Et voilà. C'est quoi les réponses que tu as trouvées? Que tout est à l'intérieur de moi. Ah, oui. Okay. Je sais que cette phrase-là, ça fait un peu fétiche. Explique-moi ça. En fait, c'était de développer le potentiel. Hein? Fait que de développer le potentiel de soi-même va aider à développer le potentiel des autres. OK. Donc, de faire plus confiance aussi, d'accepter aussi certains dons, certains talents qu'on a. De mettre le jugement, de le baisser parce que le regard des autres était très fort. Pour toi? Sur moi, il était très fort. Okay. Oh, oui. Et à l'occasion, il vient me faire des petits coucous à mon ego. Hein? Fait que là, ça veut dire, oh, Marie-France, va retravailler ton estime de toi, ta confiance, ton affirmation, parce que là, on dirait que ton ego veut prendre la place. Hein? Okay. Fait que ce genre de cheminement-là, on continue parce qu'en fait, on va cheminer toute notre vie. Hein? Fait que là, mon but, c'est d'amener les autres dans le processus du cheminement. En fait, c'est devenu une mission. OK. On travaille à travers la PNL, ça va de soi, mais plus loin que ça encore. Le Ikigai, tu connais? Non, explique-moi. Qui est une méthode pour travailler sa raison d'être dans la vie. OK. Pour amener à faire le tour de nos dons, nos talents, qu'est-ce qu'on veut apporter au reste de la planète, hein, au reste des gens sur la planète. Comment est-ce qu'on va s'y prendre hein, pour partager tout ça, parce que c'est beau le mental, mais le cœur, lui, il veut encore plus que ça. Oui. En fait, c'est le cœur qui est supposé diriger le mental, et non l'inverse. Effectivement. Ça fait du sens? Oui, absolument. Ça fait du plein sens. De sens. Plein de sens. Fait qu'imaginons qu'on a une entreprise à l'intérieur de nous, ben le chef, le big boss, c'est le cœur. Oui. Puis lui, il envoie les indications, les instructions, la direction mentale. Oui, absolument. Puis le mental, c'est tous les autres départements. OK. Puis là, les départements, là, le mental, il va dire, OK, fais ci, fais ça, fais ça. Mais à un moment donné, le mental, il est tellement à l'aise. Puis là, il va dire, ah, ben là, je t'en charge de tout, moi. J'aime ça. Mais fait que là, il y a une communication avec le cœur qui est importante à toujours garder. Hein. Alors, c'est ça que tu découvres en PNL? En PNL, c'est plus que ça. C'est des outils qui vont aider à programmer ta façon de penser. Okay. Simplet, là, que je dis de cette façon-là. Mais en fait, c'est plus que ça encore. On travaille au niveau de l'environnement, du comportement, de la capacité. On travaille l'individu, ses croyances, ses valeurs, même le côté spirituel, parce que tout ça, ça fait un tout. Oui. Qu'est-ce qui était... Moi, je veux toujours revenir à la femme derrière toutes ces belles théories là, que tu nous expliques. Là.
ça a été quoi disons, si je te disais les 2, 3 principales découvertes que tu as faites là, dans cette période-là là, de formation, puis pendant toutes ces années-là, par rapport à toi? Par rapport à moi. Oui. Pas de façon, tu sais, théorique, là, mais parce que tu as travaillé sur toi. Là. Hein, tu nous l'as dit. La PNL, ça nous amène à se dépasser. À se dépasser. Oui. Alors, ça a été quoi les 2, 3, ou il y en a peut-être plus que ça, mais en tout cas, quelques découvertes que tu as faites sur toi qui ont fait que tu as été capable de te dépasser? C'est une bonne question. Une qui me vient, oui, parce qu'on en a parlé avant, hein, toi et moi, on a longuement parlé, on pourrait passer la journée ensemble. Absolument. Oui. En fait, quand on sent qu'il y a quelque chose, tiens, je vais y aller de façon simple. Vas-y au jeu aussi. Oui, je vais embarquer sur le jeu. Bon, je veux dire, on y va à l'extérieur avant, OK? OK. Il y a comme, des fois, on est attiré par ce que les gens arrivent à faire, OK? Oui. Puis là, on se dit, mais comment ils font? Comment ils font? Fait que là, je me suis dit, jeune, j'étais attirée par les orateurs. Les gens qui ont une facilité à s'exprimer en public. Puis en fait, ils sont tellement à l'aise qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie, qu'ils sont en train de nous jaser dans le salon. On connecte avec eux, puis on voudrait les écouter encore et encore. Hein? Oui. On peut retrouver ça aussi en lisant des articles, des livres. On dirait qu'il y a des livres qu'on passe au travers, puis on aurait lu le 2e puis le 3e tout de suite. Ces gens-là nous transmettent comme de façon, sans s'en rendre compte, là, ils nous transmettent de l'information qu'on a besoin d'entendre, qu'on a besoin de lire, qu'on a besoin de vivre. Puis là, moi, je sentais l'appel de... Je veux savoir comment ils arrivent à s'exprimer en public sans être timide, parce que j'étais timide à l'école, hein, Oui, on s'entend. tu nous l'as dit. Moi, je ne dormais pas avant un oral à l'école. Je venais rouge tomate aussi pendant l'oral. OK. Et je bafouillais, puis je me souvenais plus de ce que j'allais dire. Imagine les notes. Jusqu'à temps que je me souviens qu'il y avait un professeur de français au secondaire. J'allais à une école privée Saint-Sacrement à Terrebonne. Et Madame Ginette avait dit il fallait faire un oral, mais à l'aide d'une chanson. Fait, mais sans chanter. En fait, c'est comme un poème. Ça peut être un poème ou une chanson. Et là, je décide que je fais ça sur Jean Gabin. Je sais que je ne saurai jamais. OK. Et parce que j'avais décidé de prendre un chapeau, tu sais, pour m'exprimer, ça faisait un petit peu artiste en même temps. Là, cette fois-là, j'arrivais à m'exprimer avec facilité. Puis, parce que le texte de Jean Gabin, je sais que je ne saurai jamais, qui est une chanson, là, Oui. chanson-texte, il me rejoignait. Fait que j'avais l'impression qu'il parlait à travers moi. OK. OK? Et c'était fantastique. Fait qu'à partir de là, j'ai vu, c'est possible. Ah, c'est possible. Puis tout en continuant à grandir, ben on se trouve à être obligé de s'exprimer en public quand même, que ce soit pour le travail ou autre. Alors, j'ai décidé de faire une modélisation, hein, un genre de thèse dans mon coaching PNL. Ben, en fait, c'est le maître praticien en PNL. Et je me suis mis à étudier, à modéliser tous les grands que je pouvais parler, exprimer, poser des questions, avoir accès à l'information. Comment vous faites pour être aussi à l'aise en avant? Donc, je voulais savoir, c'est quoi les obstacles? C'est l'émotion, très souvent. OK? Le premier. Quelle émotion chez toi qui était la peur d'être jugé. OK? Donc, si je faisais une erreur en m'exprimant en public, j'allais être critiquée. C'est mon mental qui était présent à ce moment-là, comme tiens-toi droite, fais ci, fais ça, bonne élocution. Là pour moi, c'est trop mental, on n'est pas en train de vivre. Tu n'es pas dans ton cœur. Pas du tout. OK. J'étais dans toute la partie prestance, okay, éthique, tout ça. Pour moi, ça pouvait aller, oui. Mais il me manquait l'élément premier. Fait que ça, c'est devenu en deuxième position, OK? OK. Donc, un peu comme quand on apprend à parler l'anglais. Oui. On ne cherche pas à avoir tout de suite la bonne façon de parler, mais on va plutôt avoir le bon mot. Oui, exactement. OK? Puis ensuite, on aura... Bon. C'est ça. Et ça me bloquait.
d'être plus dans la prestance, puis tiens-toi droite, exprime-toi, lève la tête, OK? Puis parle fort, OK? Faut t'entendre, comme si tu n'avais pas de micro. OK. Alors là, je me suis mis à poser des questions. OK, mais les grands orateurs de ce monde, là, dont Jacques Languérand, que j'avais l'opportunité de rencontrer puis de parler à l'occasion, OK. je lui pose la question. Je dis, quand vous rencontrez une émotion, là, en avant, sur scène, comment vous la gérez? Puis là, ben, il me disait, OK, tu peux-tu m'exprimer qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, j'ai dit, oui. J'ai dit, je veux savoir au juste la critique qui va venir pendant votre conférence. Vous faites quoi avec? Comment vous arrivez à gérer ça pour ne pas la prendre personnelle ou autre? C'était tellement simple ce qu'il me disait, sois créatif. Sois créatif. Utilise la créativité. Puis comme je suis urbaniste, il m'avait parlé de utilise l'espace. OK? Donc, un peu de façon métaphorique. On était au Biodôme, je le vois s'exprimer dans un événement privé là, du jour de la Terre. Et il y a quelqu'un qui envoie une petite critique et commence à comparer les écosystèmes. OK. Puis il dit ici, les écosystèmes, il y a certains d'entre eux qui ne vont pas ensemble. C'est vrai. Tu ne mettras pas un pingouin avec des palmiers. Non? Non, c'est vrai. Alors, c'est comme ça pour l'être humain aussi. Il y a des fois où est-ce que les écosystèmes avec l'être humain, ça ne fonctionnera pas. Puis quand on veut trop les mettre ensemble, ça va causer des conflits. Donc, il y a une certaine acceptation qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes. OK. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, parce que tu m'as dit qu'une une des découvertes que tu vas faire, c'est par rapport au fait de t'exprimer en public, parler en public. C'est ça? Oui. Et on en est où maintenant? Marie-France, elle en est où maintenant par rapport à ça? Par rapport à s'exprimer en public? Oui. Ben, on fait des FaceTime vidéos. Je fais des farces. Moi, c'est devenu une nouvelle zone de confort, je dirais, quand j'ai décidé de m'exprimer en public parce que ça permet, avec authenticité, on s'entend Oui. ici? Oui, Okay. absolument. Ça permet cherche toujours. d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Puis plus on le pratique, et plus ça devient naturel. Mais en fait, lorsqu'on est timide pendant un certain temps, pendant quelques années ou autre, puis qu'on décide de sortir de là, ben, on a fait un genre de modélisation aussi sans s'en rendre compte parce qu'on observe. Hein? Il y a quand même quelque chose de bon, d'utile à être timide. Donc, les gens qui s'expriment moins ou qui sont plus renfermés, introvertis, voilà, ben vous observez. Hein? Donc, ils y apprennent d'une autre façon. Okay. Mais la journée que la personne a décidé qu'elle allait oser passer à l'action, que ce soit s'exprimer en public ou faire autre chose, hein, décider de réaliser son objectif, son but, son rêve dans la vie, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui t'est arrivé? Ah, là, tu as des ailes qui te poussent. Là, c'est un bien-être à l'intérieur, là. Il n'y a plus de mots. C'est tellement beau, l'autre côté de la vulnérabilité. Là, c'est là qu'on se dit, je peux pas croire, j'ai attendu autant d'années pour faire ça. Eh oui. Mais en fait, c'est pas une attente qui s'est passée, c'était une expérience, une évolution qui était nécessaire pour arriver au point où est-ce qu'on est en ce moment. C'est ça. Parce que, effectivement, tu dis c'est tellement beau de l'autre côté de la vulnérabilité, mais qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté de la vulnérabilité? C'est soi. L'authenticité. C'est l'authenticité. Voilà, exactement. C'est de vivre pour ce qu'on a envie de vivre. Assumer qui on est vraiment. Oui, assumer oui. Qui on est vraiment. Oui. Intéressant, intéressant. Alors là, c'est à peu près là où tu es rendu maintenant? Ou s'il y a d'autres projets en branle? En ce moment, je fais beaucoup de formations. Je donne des formations en entreprise, aussi en privé pour le particulier sur différents sujets de développement personnel. Je fais des conférences, ça va de soi. Je vais en faire un peu plus là, dans les 2 prochaines années. Puis, je suis toujours à l'affût de nouveaux projets. Okay. Et le lancement d'entreprise, écoute, tous ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent passer à un autre niveau ou arriver à enfin concrétiser, réaliser ce qu'ils veulent réaliser, là, pour moi, c'est un pur bonheur de les accompagner, si tu savais. Là. C'est quoi les forces que tu as qui fait que tu peux vraiment aider les gens à ce niveau-là?
On utilise des outils. Hein? Fait que donc, mes expériences, mes connaissances, je vais les partager pour les aider à accompagner. J'avoue que j'ai un sixième sens développé. OK. Hein? Si vous voulez que je le dise. Ben oui, ben oui. Okay, c'est ça. Qui, pour moi, devient un outil parce que mon intuition me permet de poser de meilleures questions avec le client, avec la personne que je rencontre. Et des fois même, on va poser une question qui n'a aucun rapport avec l'objectif, mais il y a quelque chose qui me dit, ah tiens, on va aller poser une question sur son environnement familial. Puis, écoute, ça fait partie des bases de l'environnement aussi pour être capable d'avancer puis de réaliser quelque chose. Et là, les gens vont me dire, c'est drôle que tu me dis ça, j'avais jamais fait le lien entre les deux. Ben, voici ma réponse à ta question. Ce sixième sens-là, que selon moi, tu as toujours possédé, est-ce que ça a été... Attends, j'essaie de trouver la... C'était quoi le processus là, pour que tu finisses par assumer pleinement ce côté-là de toi? Que j'ai développé mon intuition. Oui, c'est ça. Que tu acceptes ce côté-là, que tu décides de t'en servir. Là. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai accepté? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ou ça a été quoi le processus là, qui a amené à... Parce que là, tu t'en sers maintenant. Oui, je dirais que le processus, c'est de... Bon, OK, on reçoit, tu sais, on a des intuitions et de suivre ce que les intuitions m'envoient comme message. OK? Donc, en fait, une intuition va t'envoyer des pistes de solutions. OK? Ce n'est pas la solution. Alors, on va en avance. OK, mon intuition me dit, tiens, lis tel livre. Va voir telle personne. Ou je t'invite à faire telle chose. OK? C'est pas des ordres non plus. Et comment faire la différence entre une intuition puis la petite voix à l'intérieur de nous? Ben, c'est assez simple. Il n'y a pas d'émotion dans l'intuition. Dans l'intuition, il n'y a pas d'émotion. Okay? Okay. C'est vraiment quelque chose qui vient, bang, comme ça. Qui s'impose. Qui arrive, puis ça peut être à travers nos cinq sens. Hein? Okay, oui. Habituellement, il va passer à travers les cinq sens, pas juste un ou deux. Okay. Exemple, quelqu'un qui dit « Ah, c'est vrai ce qu'elle dit, j'en ai la chair de poule. » Ça, c'est le premier. OK? Donc, il y a 2, 3, 4, 5. OK? Ça suit après. Donc, j'ai suivi moi-même ce que je recevais comme information et ça m'a permis d'agrandir même mon entreprise. Okay. D'être plus au niveau des affaires, parce que avoir une bonne intuition, ça l'aide à prendre des décisions. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Puis des fois, c'est des décisions qu'on ne pensait pas aller dans cette direction-là. Alors oui, je vais oser, comme j'ai déjà osé ailleurs dans la vie aussi. Puis c'est pour ça que dans le développement des affaires, j'avoue que c'est vraiment très efficace. C'est vraiment ta tasse de thé? Oui. As-tu des projets à venir? As-tu des choses qui s'en viennent? Peut-être que tu ne veux pas en parler tout de suite, je ne sais pas. J'ai un nouveau projet, style humanitaire, oui, effectivement, qui s'en vient en douceur, parce qu'il y a besoin d'avoir des bonnes balises. Okay. Puis une fois que je vais sentir que les balises, hein, c'est un peu comme un arbre, hein, ça prend un enracinement profond au projet pour qu'il puisse pouvoir aller plus loin, plus haut et plus beau. Oui. Voilà. Alors ça, c'est un projet qui est en germination? Qui est en train de germer? Il est en train d'accoucher. Ah! C'est plus que de la germination. OK, oui. OK, donc, OK, c'est bon, ça marche. Alors, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, j'imagine? OK, excellent. Écoute, si je te demandais 3 mots pour décrire Marie-France, en 3 mots, tu me dirais quoi? Ce serait quoi les 3 mots qui spontanément surgissent à ton esprit? Ouais. Spontanément, puis c'est là que je regarde parce que c'est là ma spontanéité. Authentique. OK. Oui, oui. Puis c'est quelque chose que je continue à développer. Oui, malgré la critique, malgré les joies aussi, et tout ce qui peut se présenter. Malgré la critique, attends. Oui, ce qui veut dire que authentique veut dire montrer sa vulnérabilité aussi, n'est-ce pas? Absolument. Et il y a certaines personnes qui adorent aller gratter la vulnérabilité. Ah, OK. Puis de l'autre côté, non, se connaître, OK? Se connaître, être soi-même, être authentique. J'avoue que le mot dynamique, je pense que je vais le prendre, hein? Je l'ai mis sur mon LinkedIn aussi. Oui, puis passionné.
Passionné. Ah, passionnée de l'être humain. OK. Oui. De l'être humain. De l'être humain, passionnée de la vie aussi. Tu sais, il y en a qui cherchent le sens de leur vie toute leur vie. Même quand j'étais jeune, on me disait, ah, toi et tes questions existentielles. Alors, j'en ai fait un travail, j'en ai fait une profession. Tu en as fait ta passion. Passion, oui. Ah, C'est intéressant. fantastique. Je te dis, j'adore ça, moi. Moi, je suis heureuse de pouvoir faire cette profession. Marie-France, merci infiniment pour ta générosité cet après-midi. Merci à toi, Laura. Merci. On aura un prochain podcast la semaine prochaine. On est là tous les mercredis, plus ou moins autour de 15 heures. Comme vous voyez, il y a des ajustements d'une semaine à l'autre, mais plus ou moins autour de 15 heures. Alors, soyez-y. On va voyons, rediffuser, on va publier, voilà le mot que je cherchais. On va publier, évidemment, sur Facebook, dans les autres médias sociaux. On va mettre les liens également dans les commentaires, des liens pour pouvoir rejoindre Marie-France, les liens pour GoConnexion, pour les événements à venir également. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Merci. Bye!